Bienvenue au grand rendez-vous européen CNews, Les Échos. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci d'être là, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député Renaissance de l'Oise, questeur de l'Assemblée nationale et ancien ministre. Alors bien sûr Éric Woerth, nous allons évoquer les négociations autour du texte immigration avec ce que peut donner la commission mixte paritaire. On posera aussi la question de l'impact d'une loi immigration même durcie sans révision constitutionnelle. Si la loi française ne prime pas sur les normes et les traités, à quoi servirait une énième loi? Vous nous le direz. Par ailleurs, comment décrivez-vous ce moment politique? Est-ce le clap de fin du « en même temps » ? La situation est d'autant plus urgente pour Emmanuel Macron et plus largement l'exécutif que le Rassemblement national fait la course largement en tête à 6 mois des élections européennes où l'immigration sera, à n'en pas douter, un thème majeur. Alors pour vous interroger sur tous ces sujets, mes camarades, Nicolas Barré des Échos, bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bock-Côté, bonjour à vous. Bonjour. Mathieu. Et tout d'abord, Éric Woerth, la commission mixte paritaire sera donc réunie demain, 17h, pour tenter de trouver une solution sur le texte immigration. Les réunions se sont enchaînées à Matignon. Elisabeth Borne a pris la main pour négocier avec les LR. Alors encore une réunion est prévue ce soir. Avant d'évoquer ces négociations, comment vous décrivez la situation politique actuelle? Certains parlent de crise politique, d'autres même parlent de crise de régime. Et vous? Non, moi je ne parle pas de crise politique ou de crise de régime. Il n'y a pas de crise politique aujourd'hui. Il y a un débat à l'intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat sur un texte qui ne laisse pas indifférent. Mais c'est assez naturel qu'un texte comme celui-là appelle au débat. Donc il n'y a pas de crise politique. Il pourrait y avoir une crise politique si la commission mixte paritaire n'adoptait pas le texte ou n'aboutissait pas à un accord ou un compromis. Il pourrait y avoir une crise politique si l'Assemblée nationale n'adoptait pas les conclusions de la commission mixte paritaire. Bref, si on rendait compte... Vous dites on ne peut pas l'exclure quand même. Non, bien sûr, évidemment qu'on ne peut pas l'exclure. Là, il y aurait une crise politique parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, majorité et opposition n'ont pas pu se mettre d'accord sur un texte aussi fondamental que la régulation de l'immigration clandestine, que la gestion du séjour des étrangers dans notre pays. On a l'impression que ce serait une crise. Est-ce qu'il y a une volonté de minimiser ce qui est en train de se passer et de ne pas tirer, certains disent, les leçons du blocage en cours? Certains affirment, quand je dis certains, c'est l'opposition, en grande partie affirment la fin, le clap de fin du « en même temps ». Vous n'y voyez pas aussi une fin? C'est pas en même temps. Ce texte, c'est tout sauf un en même temps. Le texte qu'a présenté Gérald Darmanin, d'ailleurs, les articles du texte, il y avait, je crois, 26 ou 27 articles. Ces articles ont été quasiment, peut-être à un près, adoptés par le Sénat. Le Sénat a ajouté d'autres articles, a renforcé ce texte. Mais dès le départ, c'est un texte qui est un texte de fermeté. Il n'y a pas de en même temps. Il peut y avoir des équilibres dans un texte. On a entendu à chaque fois dire humanité et fermeté, de la part du même Gérald Darmanin. Entre nous, on n'appelait pas ça le en même temps, mais tout le monde en faisait. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, je ne me suis pas penché sur François Hollande, mais il y avait des textes où on essayait de faire en sorte de trouver un consensus, mais pas un consensus mou. C'est-à-dire d'expliquer que, vous savez, quand on a des certitudes absolues et que on décide tout d'un coup d'aller dans un seul sens, il y a souvent plusieurs autres sens possibles, et parfois un texte, il est plus cohérent. En réalité, quand ça... Vous n'avez pas l'impression d'être finalement plus proche, vous, politiquement, de la majorité républicaine, en fait, de la droite au Sénat, que de Sacha Houlié, qui est dans votre propre majorité à l'Assemblée? Mais c'est le principe des grandes majorités. On avait le même problème quand c'était l'UMP. Mais vous êtes plus le proche de même votre famille d'origine que de votre famille actuelle en ce moment. Ma famille d'origine, c'est LR, je ne vais pas le cacher, d'ailleurs, j'en suis fier. Après, j'ai considéré que LR évoluait pas de bonne manière. Mais c'est pas... Moi, je suis favorable au texte issu du Sénat. J'ai pas de problème là-dessus. Est-ce que vous dites, comme Bruno Le Maire, Éric Woerth, que c'est le texte du Sénat qui doit primer et qui Mais doit non, être retenu? il ne peut pas primer, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'accord possible. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui pensent le contraire, ou qui pensent un peu différemment, et qu'on doit intégrer ce qu'ils croient. La politique, c'est pas de renier, on n'appelle personne à renier ses convictions. Il y a une majorité large, une majorité où il y a des sociodémocrates, il y a une droite, comme moi et comme beaucoup d'autres, à l'intérieur de cette majorité.
on doit faire en sorte, quand on vit dans une majorité de cette nature, c'est un effort, au fond, permanent. Mais on ne demande jamais à quelqu'un de renier ses convictions. Jamais. Et je comprends que qu'un certain nombre de mes collègues demandent d'autres éléments à l'intérieur de ce texte. Pardonnez-moi, on est en train de voir un élément ou un autre. La question est claire. Les LR affirment qu'il faut le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat. Est-ce que vous, Éric Woerth, vous dites la même chose que Bruno Le Maire, par exemple, qui dit, moi je trouve que c'est un texte cohérent et que c'est celui-ci qui doit être... Si on prenait le texte du Sénat, on le met en commission mixte paritaire, il revient à l'Assemblée, il est sans doute pas voté. Donc c'est pas la peine. Et puis ça fait, dans ce cas-là, exploser une partie de la majorité, alors que un certain nombre de rajouts du Sénat doivent être conservés. Il y en a beaucoup. Et puis quelques ajouts de la commission des lois de l'Assemblée nationale doivent être ajoutés. Quelle image ça donne aux Français qui nous regardent et qui nous écoutent? Mais c'est la vie. De petites combines. Mais c'est aucune combine. Madame Mabrouk, il n'y a aucune combine là-dedans. C'est la Ve République. Les Français ont voulu une majorité relative. C'est-à-dire qu'on n'a pas la majorité, au fond. Les Français ont voulu une majorité relative. Bon, ça veut dire que la majorité relative, elle impose un certain nombre de choses. Ça impose d'abord de mettre à l'intérieur, entre les formations politiques, ça impose d'essayer de trouver des accords, des compromis, faire des concessions. Ça va de soi. Mais il y a une seule chose qui doit dominer. Je veux dire, il y a une seule chose qui doit dominer. C'est l'intérêt de la France et des Français. Au-delà des calculs politiques. Et pourquoi la question n'est pas de savoir. Le monopole? Mais justement, la question n'est pas de savoir si c'est un texte ou qu'un texte favorise ou pas la majorité, favorise ou pas LR, favorise ou pas je ne sais qui. La question n'est pas du tout celle-là. La question elle est de savoir est-ce que c'est un bon texte qui nous permettra de réguler, de mieux réguler l'immigration. Est-ce qu'il sera efficace pour cela? La population, elle attend ça. Les Français, ils attendent ça. On va y venir parce qu'on a un sondage. C'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. Mais sur le plan des convictions, le RN, on comprend, il y a une forme de cohérence. La gauche a une cohérence. Les LR ont eu une cohérence. Quelle est la cohérence de la majorité? Mais quelle est la cohérence du RN quand il rejette le texte sans vouloir en débattre? Quelle est la cohérence du Rassemblement national quand il a fait ces 10 ou 15 dernières années à tenter d'avoir le monopole sur les sujets d'immigration, et quand un sujet aussi important, un texte aussi important dans un contexte de flux migratoires considérables un peu partout dans le monde et pas uniquement en France, quand on est devant cette situation, le RN il dit je veux même pas en débattre, je veux même pas en parler. Mais parce que c'est pas le même texte. Mais je veux même pas en parler. Le texte sorti du Sénat n'a rien à voir avec le texte mais parlons-en. Vous pouvez pas demander aux responsables politiques d'être. Mais le Rassemblement national, lui, il demande d'aller plus loin que le Sénat. Donc qu'est-ce qui empêchait le Rassemblement national, qui a voté pour le rejet du texte, pour l'idée de ne pas en débattre? Qu'est-ce qui empêchait le Rassemblement national de dire « moi je suis prêt au débat, c'est un sujet qui me tient à cœur ». Eh bien alors il fallait débattre. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait l'adopter. Vous pensez qu'ils ont vraiment peur du débat, les oppositions? Ah oui, quand on rejette, je comprends pas, quand on rejette, c'est qu'on a peur du débat, c'est qu'on veut pas du débat. Ils n'ont pas rejeté le texte lui-même, ils ont rejeté l'idée d'en débattre. C'est quand même assez curieux, non? C'est assez un peu surprenant. Vous minimisiez depuis le début. Non, je ne minimise. Non, je minimise parce que je ne vais pas dans votre sens. Mais je minimise pas. Je minimise rien du tout. Mais expliquez-nous, ni dissolution, ni 49.3 pour Emmanuel Macron. Mais alors comment vous allez gouverner? Mais d'abord, on était sur le texte sur l'immigration. Le texte sur l'immigration, ça nécessite, entre les formations, de la concertation, ça nécessite du compromis, ça nécessite l'esprit de responsabilité. Quand on a été un parti de gouvernement, on a un esprit de responsabilité. Mais si et dans une majorité... Éric Woerth, il faut pouvoir pardon, mais non, mais je vais m'interrompre toutes les 4 minutes, je peux pas... dans une majorité large comme la nôtre, qui est composée d'un bloc central, ça nécessite aussi des efforts des uns et des autres. J'entends, mais si moi, ça quand je dis que le texte du Sénat, personnellement, il me va bien, je comprends qu'il ne va pas pour un certain nombre de mes collègues dans la même majorité, qu'il faut tenter de l'amender, tout en respectant l'efficacité de ce texte, c'est-à-dire une grande fermeté sur la gestion des flux migratoires, sur la gestion des étrangers en France, sur l'immigration clandestine, etc., etc. Nous avons besoin de fermeté. Ce texte est un texte de fermeté. Le Sénat a ajouté plus de fermeté.
Moi, ça me va bien. D'autres considèrent que c'est trop. Bah, on en discute. Il y a une commission mixte paritaire qui est faite pour cela. Et si ça et chacun fait des efforts. Moi, je fais un effort en acceptant de l'idée que le texte du Sénat, il doit bouger. Et d'autres collègues doivent faire le même effort pour considérer que... Si ces efforts ne sont pas faits, ça reste un scénario plausible quand même. Oui, dans ce cas-là, Emmanuel Macron... Mais tout le monde perdra. Bien. Tout le monde perdra. Mais que faire? Parce que c'est vous qui êtes aux manettes. En tous les cas, c'est votre majorité. C'est Emmanuel Macron. Il dit ni dissolution, ni 49-3. Dans ce cas-là, on arrive à quoi? Ah, mais il n'y a pas de texte. Et donc? Mais il n'y a pas de texte. Moi, je ne me place pas dans ce contexte-là parce que ce soir, la Première ministre Elisabeth Borne rencontre à nouveau les dirigeants des Républicains parce que c'est le parti clé pour que ce texte passe. Et j'espère qu'on arrivera à un accord. Mais pourquoi vous craignez la dissolution? Mais si ce n'est pas le cas, je ne vais pas faire du contre-factuel. Ah bon? On verra bien. Bah écoutez, pardonnez-moi, mais Gérald Darmanin aurait peut-être dû prendre en compte le fait que la motion de rejet soit adoptée. Imaginons tous les scénarios. C'est pas un succès pour la majorité. Hein. Personne ne dit que c'est un succès. On aurait dû mieux prendre en compte cette possibilité. Mais c'est vrai qu'il était difficile. Par Gérald Darmanin. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était pas un succès. C'est plutôt un échec. Ce qui était un succès, c'est que on continue à discuter à l'Assemblée nationale et qu'un texte soit adopté par l'Assemblée nationale, puis qu'il y ait une commission mixte paritaire autour des deux versions Sénat et Assemblée. Bon, ça n'a pas été possible. Quand un texte aussi important est bloqué, c'est comme ça. Est-ce que c'est un blocage du gouvernement? Mais attendez, comme il y a plusieurs questions sur le... Elles se rejoignent. La question c'est, si vous êtes au pied du mur donc j'essaie de répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous faites? Ni 49-3, ni dissolution. Mais je ne me situe pas dans cette situation. S'il n'y a pas d'accord en commission mixte paritaire, quelqu'un en portera obligatoirement la responsabilité. Mais qui? Et nous verrons. Nous verrons. Moi, je sais que la majorité, elle souhaite qu'il y ait un accord. La Première ministre l'a dit à plusieurs reprises. Le ministre de l'Intérieur qui porte le texte l'a dit aussi. Nous souhaitons qu'il y ait un accord. Et nous souhaitons évidemment abandonner un certain nombre des articles qui avaient été votés en commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc, évidemment. Et donc, nous sommes prêts à un accord. Nous sommes prêts à des concessions. Nous sommes prêts à un compromis. Appelez ça comme vous voulez. Mais il faut un accord. Bon, si certains ne veulent pas d'accord, à ce moment-là, ils voteront contre en commission mixte paritaire. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de possibilité. Bon, dans ce cas-là, on n'a pas réussi à faire un texte de protection des Français contre une immigration mal maîtrisée. On n'a pas réussi à se mettre au standard de l'Union européenne dans ce domaine-là et des autres pays. Quelles conclusions tirez-vous? Les conclusions, c'est que les Français concluront que le pouvoir est peut-être impuissant et que l'impuissance, c'était évidemment quelque chose de très grave. Ils concluront aussi que LR n'est pas un parti de gouvernement. Ils concluront ce qu'ils voudront bien conclure. Mais ce sera une défaite politique, et ce sera une défaite politique grave, pour tout vous dire, parce que ce sera une défaite politique pour la France et pour les Français. Nous avons besoin d'un texte de cette nature, et chacun doit le comprendre. Et je pense que chacun le comprend. Personne ne demande à quiconque d'oublier ou de renier ses convictions. Tout le monde pense qu'à un moment donné, c'est pas un texte au fil de l'eau, c'est pas un texte eau tiède qui sortira de la commission mixte paritaire, pas du tout. Ce sera un vrai texte, et ce sera un texte dans lequel on aura enfin les moyens de lutter mieux contre l'immigration clandestine. Comment? On va en parler, justement, on va aller sur le fond du sujet, Éric Woerth, on va marquer une pause. La question, c'est, sans parler de révision constitutionnelle, comment véritablement peut-on reprendre la maîtrise, c'est ce que vous avez employé, d'une immigration mal maîtrisée. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être fidèle au grand rendez-vous avec notre invité du jour, Éric Woerth, qui est député, questeur de l'Assemblée nationale, ancien ministre. Nous évoquons bien sûr le texte sur l'immigration dans quelques instants. Monsieur Woerth, on va vous soumettre ce sondage CSA pour CNews, Europe 1, le JDD, où on voit que les Français sont cohérents au sujet de l'immigration. Tout d'abord, pour être très clair, si là, dans quelques heures, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'effort fait sur le texte immigration, que diriez-vous? Mais chacun doit faire des efforts. Et personne ne doit renier ses convictions, mais doit faire des efforts. C'est le principe même de pouvoir gérer une démocratie. Une démocratie, c'est aussi un effort. C'est comprendre ce que veut l'autre, sans renier quoi que ce soit de ses convictions, et sans renier non plus l'efficacité des choses. Moi, je ne demande pas d'eau tiède, je demande de la fermeté sur l'immigration. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de texte,
Si la commission mixte paritaire n'aboutit pas, ou si le texte n'est pas voté par la suite à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est un formidable appel d'air pour l'immigration. Un appel d'air ? Mais oui, parce que sans texte, on est moins protégé. Ce texte protège plus qu'il ne protégeait jusqu'à présent. Donc c'est un appel d'air, ça veut dire venez en France, vous aurez toujours 12 possibilités de recours, alors que dans le texte, il n'y en a plus que 3 ou 4. Les lever un certain nombre de protections. Il y a des protections qui empêchent d'expulser, etc. Mais les LR qui vous regardent tombent de leur chaise, parce qu'eux affirment qu'avec ce texte et la régularisation des clandestins dans le métier en tension, c'est un appel d'air, et vous vous dites, s'il n'y a pas ce texte-là, ça serait un appel d'air. Les Français vont avoir du mal à s'y retrouver. C'est un appel d'air. Si la commission mixte paritaire n'aboutit pas, s'il n'y a pas une vision responsable des choses de part et d'autre, je ne mets personne en cause, c'est un appel d'air. C'est un appel d'air. C'est-à-dire votre aile gauche aussi. Oui, de part et d'autre, Et ça, c'est un appel d'air considérable pour dire la France est incapable de se protéger dans un pays démocratique avec les valeurs qui sont les nôtres. Là, je lisais dans un journal que c'était une atteinte à l'humanisme. Enfin, il y a des personnes qui des personnes de votre majorité. Hein. Non, c'était Boris Vallaud, je crois. Je pense qu'il est rejoint un peu. Non, il n'a pas rejoint notre majorité. Non, mais Sacha Houlié dit que si on va sur un texte, Sacha Houlié, qui est le président de la commission des lois, affirme que si on ne va pas, si on prend ce texte durci du Sénat, il y aurait un problème au niveau de l'humanité. Non, il n'y a aucun problème de cette nature. On est une nation démocratique, elle a le droit de se protéger. C'est quand elle ne se protège plus, elle se protège, et en même temps, elle est dans son... Enfin, notamment la France, elle est dans le cadre de ses valeurs universelles. Enfin, on a une histoire, et nul ne peut penser que la France devient un pays qui oublie l'intérêt humain. Enfin, on ne pense qu'à ça. Mais qu'est-ce qui prime ? La sécurité mais aussi, en même temps, ou comme vous voulez, on a besoin de sécurité, on a besoin d'ordre, on a besoin de discipline, on a besoin de sanctions, et tout ça dans un cadre démocratique. Des oppositions, les LR et le RN dans les circonstances, qui disent d'accord pour la sécurité, mais ce texte ne va pas assez loin. C'est un argument qui est intelligible pour vous? Oui, ils peuvent considérer que ça va pas assez loin, on peut considérer que ça va déjà. LR a présenté. LR a présenté. Ils veulent une révision constitutionnelle. Le texte du Sénat, c'est au fond un texte qui a été fait par les centristes et par LR du Sénat, par la majorité sénatoriale. C'est un texte qui va plus loin, qui est plus dur que le texte qui avait été présenté par Gérald Darmanin. D'ailleurs, tous les articles qu'a présenté Gérald Darmanin, ils ont été conservés. Comme quoi ils étaient bons. Et par ailleurs, il va plus loin. Tant mieux si ça peut aller plus loin. Mais tout en respectant, c'est vrai, nos valeurs universelles de droit de l'homme. Et la France le fera. Vous savez, dans ce genre de situation, il faut dominer ses pulsions. La majorité, les pulsions politiques, elles sont en général de très mauvais conseils. L'intérêt du pays, c'est qu'il y ait un texte solide, sérieux, efficace, qui puisse nous permettre de lutter contre l'immigration clandestine. Est-ce qu'il peut y avoir un texte solide, efficace, sérieux, sans révision constitutionnelle? Parce que là, on arrive, si je puis dire, en tous les cas, au cœur du réacteur. On va voir les différents sondages. Voici les différents éléments de ce sondage, pardonnez-moi, CSA. 67%, Éric Woerth, des Français exigent la primauté du droit français. Sans révision constitutionnelle, la politique migratoire de la France n'est-elle pas, je vous pose la question, dictée ou en tous les cas, soumise à des juridictions supranationales? Enfin, je pense qu'il y a sûrement un certain nombre de choses à modifier, mais il y a une chose qui ne doit pas être modifiée, c'est notre accord sur les traités que nous avons signés. Nous avons signé depuis bien longtemps, des majorités de droite ou de gauche, nous avons signé les traités. Le traité de Lisbonne, 2007, quelque chose comme ça. Le traité de Lisbonne, il organise l'Union européenne et on ne va pas revenir donc pour vous, le primat du droit national français sur le droit européen, ce n'est pas une option. Je crois à la hiérarchie des normes de droit, oui, parce que sinon ça ne marche plus. Donc la norme européenne est plus élevée que la norme française? La norme européenne, c'est une norme collective qui fait qu'on peut encore être l'Europe. On n'est pas un pays, vous l'avez remarqué, on n'a pas d'efficacité, on n'a pas l'efficacité d'un pays. Et l'Europe n'a pas vocation à être un pays. Mais cet accord, il est très puissant, il est fondamental
pour notre place dans le monde. Il y a plein d'autres superpuissances qui sont tout sauf des démocraties qui essayent de prendre le pouvoir. Nous avons besoin d'une Europe extrêmement forte. Mais permettez de revenir sur le chiffre. 67% des Français considèrent que le droit national français devrait primer sur le droit européen. Et puis on vous dira le contraire sur le plan du commercial, on vous dira plein d'autres choses. Sur la question de l'immigration, si le droit français il domine tout le temps, tous les pays voudront que leur droit il domine tout le temps, et donc il n'y aura plus de droit européen, et donc il n'y aura plus d'Europe. Donc il faut faire très attention à ça. Non, mais je veux dire qu'il faut faire très... On ne manie ça qu'avec quand même un tout petit peu, une petite main tremblante, et pas uniquement avec en disant des trucs assez caricaturaux. Est-ce que c'est caricatural de dire le droit français, le droit européen, c'est à la fois le droit de l'Union européenne, c'est le droit des traités, c'est le Conseil de l'Europe, c'est aussi la CEDH. Sans doute faut-il demander à ce qu'il y ait des modifications ou une évolution de la CEDH. Peut-être. Est-ce que ça va suffire? Le Conseil d'État, conformément aux consignes de la Cour européenne des droits de l'homme, a enjoint la France d'assurer le retour aux frais de l'État d'un Ouzbek radicalisé, proche de la mouvance djihadiste, confirmé par Gérald Darmanin, expulsé du pays en novembre. Mais est-ce qu'on marche sur la tête? Peut-être que le Conseil d'État aurait pu prendre une autre décision, je ne sais pas, mais le ministre a expulsé cette personne en Ouzbékistan dont il est originaire. Il a été expulsé. Aujourd'hui, je crois, il est toujours en Ouzbékistan, donc il n'est pas revenu. Je ne crois pas que le ministre ait l'intention que la personne, elle revienne. Et la loi immigration, cette personne, quelque chose d'ailleurs, mais pour vous, on est au cœur. La loi immigration, elle changerait tout. Ah non, sur ce point, non, bien sûr. Vous venez de dire que le droit français ne prime pas. Mais parce qu'il y a des protections. Là, par exemple, ce monsieur, il a une protection asilaire. Il est en asile en France. Pourquoi? Parce que son pays, il est considéré comme un pays dangereux et que s'il revient dans son pays, il peut être maltraité. Ça, c'est la CEDH le dit. Mais je vais vous dire, la Constitution française aussi. Mais qu'est-ce qui prime? La Constitution française est interprétée. Pardon, la Constitution française, elle est interprétée de la même manière. Il y a le préambule de 1946 qui fait partie de la Constitution française. Vous avez dit qu'il faut faire évoluer la CEDH. Comment on fait évoluer la CEDH? Laissez-moi vous expliquer. Cette personne, aujourd'hui, elle est en Ouzbékistan. Le Conseil d'État a dit, après la CEDH, vous devez lever tout ça. Le ministre avait expulsé cette personne parce que les recours sur la CEDH ne sont pas suspensifs. Donc il avait été... Bon. Mais il ne reviendra pas. On ne l'acceptera pas. Vous pouvez le confirmer et l'affirmer. Je pense que le ministre n'a pas du tout l'intention. Peut-être qu'on paiera l'amende, mais c'est tout. Et dans le texte de Gérald Darmanin et dans le texte revu par le Sénat, dans le texte qu'il faut adopter, il y a justement la levée de ce type de protection. C'est-à-dire que la personne, elle est radicalisée, elle est islamiste, elle est djihadiste. Je crois que là, on a suffisamment d'éléments, semble-t-il, l'État pour le dire. Eh bien, à ce moment-là, il met en cause les valeurs de la République. Il n'est pas condamné, celui-là. C'est pas les mêmes cas. Mais on vous demande pas de condamnation. Le texte de Darmanin, il n'y a pas de condamnation. C'est que la personne, elle a un titre de séjour en France, il se met à délirer sur des valeurs qui ne sont en rien des valeurs qui sont les nôtres, il devient un danger pour le pays, il met en cause l'ordre public, les valeurs républicaines et au fond notre République, il n'a rien à faire sur le territoire national, il est à ce moment-là expulsé. Voilà. C'est pas un OQTF parce qu'il est en situation régulière. Il est à ce moment-là expulsé. Ça, ce serait le cas. Et il n'y aurait pas d'autre possible. Il n'y aurait pas d'autre voie de droit lui permettant de contester cela. Dans le texte du Sénat, dans le texte de Gérald Darmanin, dans le texte du gouvernement, nous disons cela. Donc c'est pas un texte qui fixe des principes. C'est un texte qui donne des moyens à la police et à la justice et aux Français, au fond, d'endiguer un phénomène migratoire dont nous ne voulons pas. On a le droit de choisir son immigration. On a le droit d'aller plus loin dans l'intégration des immigrés que nous acceptons, notamment par exemple sur la langue, à l'apprentissage de la langue. Passer par exemple un examen de français, aujourd'hui c'était pas le cas. Aujourd'hui on a l'obligation de suivre des cours de français. C'est pas du tout la même chose. On va marquer une pause et on va continuer à en parler parce que c'est une vraie question. Peut-on encore aujourd'hui intégrer? Est-ce que vous considérez qu'il y a un échec? Et surtout, que pense véritablement Emmanuel Macron de cette question? On vous posera vous-même la question, Egbert. Est-ce que vous pensez que l'immigration est un atout? À tout de suite.
Le grand rendez-vous européen CNews, les Échos, la suite. Dans quelques instants, nous parlerons de ces sondages autour des européennes. Déjà à 6 mois des élections, vous allez voir que les sondages sont nombreux. Mais tout d'abord, toujours concernant l'immigration et toujours sur le sondage CSA, Eric Woerth, il y a aussi cet élément. 71 des Français estiment qu'il faut rompre les accords signés par la France et l'Algérie en 68, qui favorisent, comme on le sait, l'immigration algérienne en France. Cette exception algérienne est-elle encore aujourd'hui d'actualité pour vous? Moi, je ne connais pas assez la situation compliquée entre la France et l'Algérie. J'y suis allé comme tout le monde. Je vois bien qu'on est entre l'amour et pire. Donc c'est évidemment très, très complexe. Il y a des accords, ils sont un peu datés, sans doute. Il faut sans doute les faire évoluer en fonction de la situation d'aujourd'hui. Mais il faut le faire avec le gouvernement algérien. On va pas c'est très important. Mais ça fait des années qu'on dit ça. C'est très important. Peut-être. Vous savez, il y a plein de trucs qu'on dit depuis des années. Ce qui serait original parfois, c'est de le faire. Et donc, pourquoi pas. Mais c'est au président de la République d'en mesurer les conséquences. Bien sûr. Alors justement, le président de la République, c'est peut-être, entre guillemets, l'absent sur ce sujet, parce qu'on a du mal, est-ce que c'est votre cas, à comprendre sa colonne vertébrale. Que pense-t-il de l'immigration? N'a-t-il qu'un spectre, qu'une vue économique? Pense-t-il, par exemple, Emmanuel Macron, que c'est un atout, une chance? D'abord, je ne peux pas parler pour lui, donc je parlerai pour moi, ce qui est déjà bien. Oui, d'accord. Je pense que sur l'immigration, il a l'idée extrêmement claire, d'ailleurs, comme sur beaucoup de sujets. C'est le texte. C'est pas le texte de Gérald Darmanin. Gérald est le ministre en charge et se bat d'ailleurs très bien, très vigoureusement. Mais c'est le texte du président. Le président, il a accepté ce texte. Il n'est pas total. Le président, il n'est pas hors sol. Il n'y a pas des textes qui passent comme ça. C'est un texte de fermeté. Et le président de la République, évidemment, il assume cette fermeté parce que c'est l'intérêt de la France. C'est l'intérêt des Français, mais c'est aussi l'intérêt des immigrés, d'ailleurs. Parce que les immigrés que nous recevons sur notre territoire, s'ils sont trop nombreux, on ne peut pas les intégrer. Et ça se passe mal. Et s'ils sont en nombre... il n'y a rien sur l'immigration légale. Là, gérable, à ce moment-là, on les intègre. Il n'y a rien sur l'immigration légale. Mais il y a sur l'immigration. Il y a des choses sur il y a des choses sur la naturalisation et il y a des choses sur l'immigration légale parce que c'est la gestion au fond des personnes qui ont un titre de séjour. Vous avez un titre de séjour. Vous savez combien il y a de titres de séjour aujourd'hui disponibles? Il y en a plus de 150. Donc il y a déjà une réduction de tout cela. Il y a une instruction des dossiers dans les préfectures qui sera formidablement raccourcie. Enfin, le nombre de recours sera aussi considérablement réduit, donc ça doit aller plus vite. Ça doit aller plus vite. Et donc, il y a évidemment, sur l'immigration légale, il y a le fait qu'on puisse mieux gérer un immigré qui a un titre de séjour, qui est donc légalement sur notre territoire. Sauf que, quand il commence à totalement délirer, cette personne, s'il est français, c'est un autre sujet. S'il n'est pas français, s'il est étranger avec un titre de séjour, aujourd'hui, on a bien du mal à s'en séparer. Ce texte permet de s'en séparer en levant un certain nombre de protections. Par exemple, l'âge. La personne qui a provoqué ces meurtres à Arras, il a une protection, il est rentré en France avant l'âge de 13 ans. Ça veut dire que si vous rentrez en France à l'âge de 12 ans et demi, vous pouvez tuer quelqu'un et vous risquez pas d'être expulsé. Alors vous allez être condamné évidemment par la justice pénale, vous risquez pas l'expulsion. Alors que si vous volez une voiture à 13 ans et demi, vous êtes rentré. Dans ce cas-là, pardonnez-moi. On voit bien qu'on est dans un délire complet. J'entends bien, mais si on est dans un délire complet, que ne l'avez-vous fait avant? Mais plein de choses ont été faites avant. Vous auriez pu le sortir, le mettre dans une loi et empêcher ce genre d'individu de rester sur le territoire. Vous allez demain faire une merveilleuse émission, que ne l'avez-vous faite pas avant? Enfin, il n'a rien à voir avec la sécurité des Français. Non, j'esquive rien du tout. Il y a une question de fond qui revient d'un sondage à l'autre qui disent de 70 à 80% des Français, en gros, veulent arrêter l'immigration. Au-delà des détails techniques, vous comprenez l'idée. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose, ce serait une bonne chose aujourd'hui, en France, globalement, au-delà des détails techniques, d'arrêter l'immigration? D'abord, vous avez raison, il y a 80% ou 70% des Français qui sont favorables, grosso modo, au texte, qui sont sans doute favorables à ce que la commission mixte paritaire aboutisse. Sinon, les Français, je pense, pointeront du doigt les responsabilités sur ceux qui auront décidé de faire échouer cette commission mixte paritaire. Donc, et puis globalement, c'est quand même un affaiblissement de la démocratie. Les Français ont voulu une majorité relative à l'Assemblée pour qu'il y ait des accords.
Au fond, c'est comme ça qu'on comprend les choses. On nous disait avant, vous étiez dans des blocs rigides, vous étiez des familles politiques claniques. Aujourd'hui, on a besoin d'accords, donc il faut être à la hauteur de la capacité de signer, des accords. N'est-ce pas fort de café de la part d'une majorité qui use et abuse du 49.3 ? Ben non, parce qu'il faut bien que la France, elle fonctionne. Et d'ailleurs, elle n'use pas et elle n'abuse pas dans le domaine, dans ce texte. Oui, mais Sonia Mabrouk, sur les textes financiers, si vous voulez que le RSA soit pas payé, si vous voulez que... Bon, donc on est bien... Non, je m'en doute. Constate l'utilisation d'un outil. On a besoin... Il y a des textes symboliques qui sont les textes de... C'est la même chose dans les municipalités, d'ailleurs, entre nous. Donc on a besoin de textes budgétaires. Et voter un budget pour une opposition, c'est au fond rentrer dans la majorité. Donc on a besoin du 49.3. Oui, mais c'est des textes qui, s'ils n'étaient pas votés, aboutissent à totalement fragiliser l'ensemble du système social français. Si vous ne votez pas le texte sur les retraites, alors à ce moment-là, vous rendez de plus en plus incertain le paiement des retraites des Français. Donc on ne peut pas faire trop de politique là-dessus. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. 80% des Français sont pour ce texte. Mais curieusement, on est en pleine chamaillerie politique. Vous me permettrez d'être... Et sur les retraites, 80% étaient contre le texte et on était dans la même chamaillerie politique. Peut-être qu'on peut dépasser tout ça et se mettre autour d'une table, comme ce sera le cas par exemple ce soir entre Elisabeth Borne et les LR, et trouver entre gens responsables un texte qui protège les Français d'une immigration dont nous ne voulons pas. C'est ça le sujet. Maintenant, l'immigration en elle-même, moi je suis... Enfin, vous savez, Alain Juppé, c'était il y a 20 ans ou 25 ans, c'était fait totalement... explosé parce qu'il considérait que l'immigration était parfois une chance pour la France. Ça a été pendant longtemps une chance pour la France, mais trop d'immigration ou une immigration mal régulée, mal intégrée est évidemment un risque pour la France dans le monde dangereux dans lequel nous vivons. Donc l'idée n'est pas d'arrêter les flux migratoires, qui peut penser le contraire. C'est de choisir. C'est de choisir. Mais oui, mais enfin en même temps, moi je veux bien. Mais alors à ce moment-là, tous ceux qui disent on a besoin d'une immigration, nous avons besoin d'une immigration économique. Nous avons besoin d'une immigration économique. Encore aujourd'hui. Évidemment, regardez un peu autour de vous, vous verrez bien. Nous en avons besoin. Ou alors tous les Français qui disent non, zéro immigration économique, à ce moment-là, qui ne se gênent pas pour prendre les postes qui sont disponibles. Il y a plein de postes disponibles. Il y a des personnes au chômage, il y a plein de postes disponibles. Alors je serais étonné que les personnes qui répondent ça et qui sont aujourd'hui au chômage ne prennent pas les postes qui sont disponibles. Donc on a besoin d'une immigration, sinon notre économie, elle s'arrête. Mais on n'a pas besoin de n'importe quelle immigration. On a besoin d'une immigration contrôlée et on a besoin d'une immigration qui respecte les valeurs de la République. N'est-ce pas une curieuse conception de l'immigration que de dire prenez les postes que les Français ne veulent pas, venez sur notre territoire alors que le chômage explose et puis ne parlons pas des conditions d'accueil qui ne sont pas dignes de ce pays. Est-ce que c'est ça l'humanité ? Non, mais l'humanité, c'est d'accueillir les gens dignement, et c'est de leur offrir un salaire. Regardez... Un salaire qu'un Français ne voudrait pas, si je comprends, un salaire qu'un Français ne voudrait pas parce que l'emploi est trop pénible. Pardon, on paye au SMIC, on a un niveau de SMIC qui n'est jamais suffisamment important pour vivre, et personne ici ne peut dire le contraire, bien entendu, mais enfin on a un SMIC plus élevé que la plupart des autres pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc la France, elle n'a pas à rougir. On a un système de protection sociale qui fait qu'un immigré aujourd'hui, il est protégé notamment... Alors, quand il est encore en situation d'attente de titre, il y a cette fameuse AME, et au fond, quand même, c'est une vision humaniste des choses. Emplois, les Français n'en voudraient pas, et on doit se tourner vers les étrangers parce que les voudraient. C'est ce que vous avez dit, assez clairement. Non, mais moi, je constate la réalité. Je suis un pragmatique, je fais pas de colloque. Mais sur le plan pragmatique, est-ce que ça correspond à votre point de vue ? J'écris pas de livres. Je dis qu'on a besoin d'une immigration parce qu'il y a des postes dont les Français ne veulent plus. Et c'est comme ça, dans le bâtiment. Regardez dans le bâtiment. On n'a jamais eu autant besoin de travaux, notamment pour l'écologie, et les entreprises ont bien du mal à trouver des employés. Et très souvent sur un chantier du bâtiment, il y a plein de travailleurs issus de l'immigration. Moi, je le constate. Et quand on fait ce constat, ça veut dire que d'un côté d'ailleurs, on aura toujours besoin de beaucoup d'emplois qui ne seront pas très qualifiés. On a besoin aussi d'une France extrêmement qualifiée pour résister
aux Chinois, pour résister aux Américains, pour résister à tous ceux qui nous font concurrence. On a besoin économiquement on a besoin de pragmatisme, on a besoin de choisir. On a besoin de choisir. Et on a besoin de choisir les personnes qui sont sur notre sol. Elles doivent respecter, voire même embrasser les valeurs de la République française. Vous nous direz comment l'injonction à l'intégration, à l'assimilation se passe. Vous avez dit donc besoin d'une immigration sur le plan économique. Est-ce qu'on en a besoin aussi sur le plan démographique? L'Europe va perdre 30 millions d'actifs d'ici 2050 du fait du vieillissement de la population. L'immigration est-elle la solution pour compenser aussi déficit de main-d'œuvre, mais on allait dire aussi déficit plus largement de natalité sur un plan démographique? On le constate dans plein de pays. On constate aussi un ralentissement de la démographie en France. La démocratie, c'est un risque. Mais non, on n'a pas besoin. Enfin, on n'importe pas des personnes pour qu'elles fassent des enfants. C'est pas le principe général du sujet. Par contre, le regroupement familial, qui est un point, ça, c'est un vrai sujet. C'est pas la CEDH, c'est pas tout ça. C'est la Constitution française. C'est bien ça dont il s'agit. Bon, il faut faire en sorte que ce regroupement familial, il soit possible quand les familles sont acceptables, acceptées, quand elles font l'effort de s'intégrer. L'immigré n'est pas en soi un ennemi, c'est pas un adversaire. Enfin, on va pas dire ça en France. On a une longue tradition. Simplement, on doit adapter cela aux difficultés du monde d'aujourd'hui. Fermer définitivement les Français, les frontières, comme le voudraient un certain nombre de Français, ça n'a jamais été la solution. Comme fermer vos volets quand vous avez peur de l'extérieur. Et à ce moment-là, vous ne vivez plus. La vie, c'est d'affronter les risques, mais c'est de les gérer et de se donner les moyens de les gérer. Ce texte sur l'immigration, il permet très concrètement, très pratiquement, très efficacement de lutter contre les excès. C'est de cela dont on a besoin. Alors, vous en avez besoin, d'autant plus qu'il y a, on l'a dit en début d'émission, l'urgence, ou en tous les cas, les sondages qui se multiplient autour des européennes, avec une large avance face au Rassemblement national. C'est intéressant de savoir, Éric Woerth, comment, selon vous, combattre, ou en tous les cas, opposer des arguments au RN. Faut-il aller sur le côté moral ou pratique? À tout de suite. La dernière partie du grand rendez-vous avec ces questions à l'approche de la campagne des élections européennes. Éric Woerth, à 6 mois désormais, le Rassemblement national, alors ce n'est qu'un sondage, malgré tout fait la course en tête selon la deuxième vague de l'enquête électorale Ipsos. La liste de Jordan Bardella s'installe loin devant avec près de 30% des intentions de vote. La liste Renaissance à ce stade est à 18%. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les Français dans les bras du Rassemblement national? Probablement l'incertitude. Beaucoup d'incertitudes, parfois beaucoup de déceptions, beaucoup de colère. On est un pays de gens heureux qui vivons dans un pays pessimiste. Donc c'est compliqué à concilier. Grosso modo, les gens disent qu'ils sont heureux quand on les sonde, mais le pessimisme est partout. Donc il faudrait qu'on arrive à vivre de façon heureuse dans un pays qui croit en l'avenir. Il y a des raisons de vivre collectivement heureux aujourd'hui? On a toujours été pessimiste. C'est peut-être l'âme française, l'âme un peu romantique ou nostalgique. En tout cas, on a besoin, en tout cas, de croire en l'avenir, parce que sinon, il n'y a pas de vie. Ça sert à quoi de vivre si on ne croit pas en l'avenir? Donc, c'est très très important qu'il y ait de nouvelles impulsions et de ne pas écouter ces vieilles pulsions partisanes. C'est extrêmement important. On a besoin d'impulsions. Le président de la République, d'ailleurs, l'a dit à plusieurs reprises, et il en fixe lui-même le cap. On a besoin de continuer à travailler là-dessus. Et moi, je ne doute pas que dans 2 ou 3 ans, on verra qu'on a mis la France sur de bons rails dans le domaine écologique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'ordre, de la sécurité, la pensée magique, du régalien. Ce matin? Non, c'est pas une pensée magique, parce que moi, je ne crois pas du tout à la magie, mais je crois au travail. Et je pense qu'il faut du travail. Et qu'on est dans peut-être une période tout à fait particulière. C'est l'histoire qui le dira. Est-ce qu'on est dans une grande période de transition ou est-ce que c'est des ruptures habituelles, routinières? Je pense qu'on est dans une vraie période de transition, comme d'autres générations l'ont connu, et que ça veut dire qu'évidemment, on commence à changer de vie. On ne vit pas de la même manière, pour des raisons d'énergie, pour des raisons d'écologie. On ne produit pas de la même manière. On vit moins bien, avec en tous les cas, pour beaucoup, la peur du déclassement pour ses enfants, avec un carburant pour le RN qui est très élevé, avec certains dans votre majorité qui affirment que le RN peut arriver au pouvoir. Et vous nous dites qu'il faut peut-être essayer de vivre collectivement plus heureux. Mais il faut vivre collectivement. D'abord, encore, je rappelle quand même ces sondages très intéressants qui disent, mais depuis longtemps, il y a évidemment des Français malheureux, mais parfois malheureux pas parce qu'ils sont en France, malheureux pour des raisons personnelles. Mais il faut les aider, et la France les aide. Mais nous avons, grosso modo, on vit en France de façon
plutôt heureuse. Enfin, il suffit juste de se comparer. Je ne dis pas autre chose. De se comparer. Mais la France, elle est pessimiste par nature. Il faut tenter de lever ce pessimisme pour créer de nouvelles opportunités. La France, elle est pleine d'opportunités. Et ce n'est pas une pensée magique. C'est la réalité. C'est vrai. Les talents sont là. Les moyens, quand même, sont là aussi, malgré notre endettement. Les moyens sont là. Laissez-moi vous donner un autre chiffre. Un sondage cette semaine. 46% des Français estiment que Jordan Bardella, le chef du Rassemblement national, ferait un bon premier ministre dans l'hypothèse d'une cohabitation. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire simplement que le RN aujourd'hui est considéré comme un parti comme les autres? Il s'est banalisé, c'est sûr. Il s'est banalisé. Il s'est banalisé. Il s'est banalisé parce qu'il a abandonné ces vieilles lunes fascistes que Mme Le Pen a rompu avec son père, etc., etc. Enfin, tout ça c'est sur la place publique. Mais c'est pas parce que M. Bardella il parle bien et qu'il présente bien que c'est un leader pour le pays. Est-ce qu'il a des solutions pour le pays? Mais des vraies solutions. C'est pas la question que je pose. Oui, est-ce que c'est simplement un parti comme les autres aujourd'hui? C'est ma réponse. Est-ce qu'il a des solutions? Parce que si vous dites il peut être Premier ministre, demain il peut être Premier ministre de Mme Le Pen, très bien, bien sûr que c'est possible. Il a un projet qui n'est pas le vôtre. Bien sûr que c'est possible. Je ne sais pas. Par exemple, sur l'immigration, je ne sais pas. Il refuse le débat. Sur l'immigration, il y a un débat fondamental qui est en cours, et le Rassemblement national, il dit je ne veux pas débattre de l'immigration parce que c'est mon sujet. Enfin, quand je parlais des vieilles pulsions partisans, c'est celle-là. Vous ne voulez pas du référendum? Mais parce que je pense qu'on ne fait pas de référendum sur des sujets de cette nature, parce qu'on est incapable de poser la bonne question. Ah bon? On a 1000 questions depuis tout à l'heure, on vous a On est incapable de poser une question. Est-ce qu'il faut une primauté du droit français sur les normes et les traités? Est-ce qu'il faut sortir de l'accord franco-algérien? Mais ça veut dire sortir de l'Europe. Et je vous ferai remarquer, ça veut dire sortir de l'Europe. C'est-à-dire que si vous dites ça veut dire sortir de l'Europe. C'est juste ça qu'il faut assumer. Les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'ils vont mieux? Pas du tout. Ils sont sortis de l'Europe, ils vont pas. S'il y a une primauté du droit français sur les traités ou les normes, on sort de l'Europe? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le droit, ça concerne tous les sujets. Il y a du droit commercial. Michel Barnier le proposait. C'est pas uniquement l'immigration. Michel Barnier proposait la primauté du droit français sur le droit européen. Oui, vous remarquerez qu'il n'a pas beaucoup continué sur le sujet. Est-ce qu'il voulait sortir de l'Europe à l'époque? Que l'Europe doive évoluer, qu'elle doive aménager ses traités, qu'elle doive transformer la CEDH si vous le souhaitez. Mais alors il faut aussi transformer notre Constitution. Permettre au fond un référendum, mettre au référendum ce que le pouvoir politique est incapable de trancher lui-même, ça va pas. Le pouvoir politique dans une démocratie, il doit à un moment donné être capable en responsabilité de trancher lui-même. Vous voulez et pourquoi vous voulez faire un référendum sur la levée des protections? Vous allez poser 12 questions, vous allez faire du droit partout, mais c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas poser de questions simples. Parce que la vie, elle n'est pas simple, on ne peut pas poser de questions simples. On pourrait parier sur l'intelligence des Français? On pourrait le faire sur la fin de vie. On pourrait le faire sur la fin de vie, parce que là, on peut poser une question, pas simple, mais on peut poser une question qui vient toucher chacun dans son propre cœur. On n'est pas dans le droit, on est dans autre chose. Mais les démocraties, elles sont faites aussi pour qu'il y ait des dirigeants qui prennent leurs responsabilités. Et moi, je ne crois pas à l'impuissance politique. Je ne crois pas à l'impuissance politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'occupe de décentralisation à la demande du président de la République. Encore un mot sur le Rassemblement national, parce que vous connaissez aussi bien les questions économiques. Si le RN arrivait au pouvoir, est-ce qu'il y aurait selon vous un effondrement économique? Mais c'est des arguments qui ne marchent pas. Je crois que oui, sans doute. Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que je ne sais pas dans quelles conditions le RN arriverait au pouvoir. D'ailleurs, je pense qu'il n'arrivera pas au pouvoir. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité, contrairement à ce que je lis ici, que Mme Le Pen soit présidente de la République. Il n'y a pas de fatalité parce qu'il y a quand même une possibilité non négligeable, pardonnez-moi, c'est pas magique, de considérer que le gouvernement et le président de la République, ils vont réussir. Mais pas réussir pour eux-mêmes. Il ne va pas réussir se représenter, Emmanuel Macron. Réussir pour le pays. Oui, mais c'est son bilan. Réussir pour le pays. Réussir la transition écologique. Les Français devraient y voir un peu plus clair sur ce que pourrait être... Vous voyez clair dans les sondages sur la majorité en ce moment? Parce que vous pensez qu'on est dans une phase de... Vous pensez que les Français se trompent et ne voient pas les réalisations? Mais jamais je dirais que les Français ils se trompent. Non, mais ne voient pas vos réalisations, c'est ce que...
vous pensez dire? On est dans une phase de transition, donc tout est masqué, tout est caché, vous avancez, il y a du brouillard, il se lève à un moment donné, j'adore la montagne, vous êtes dans un truc, vous voyez rien, tout d'un coup, vous voyez tout. Bon, mais... je ne dis pas que ce sera comme ça, mais je pense quand même que si les Français se disent, ces gens-là, ils ont bien travaillé, ils ont travaillé sérieusement, ils ont abordé tous les sujets. À l'hôpital, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout à l'hôpital. Il faut trouver des solutions. À l'école, ça ne va pas. Oui, mais ce n'est pas nouveau. Les déficits filent. Oui, mais pardonnez-moi, mais donnez-nous une raison d'espérer. Il y en a 3000. On a la crise du Covid, on l'a surmonté plutôt mieux que d'autres pays. On est un des rares pays aujourd'hui encore à créer de l'emploi, alors que même l'Allemagne est en train d'en détruire. On a un système de protection sociale en France, on peut le critiquer de toute façon, mais enfin un système de répartition des richesses qui fait qu'on est un pays par nature extrêmement juste et extrêmement équilibré dans ce domaine-là. On fait un effort tout à fait considérable. On a un enseignement, même si les classements PISA nous mettent pas en bon ordre, on a quand même un pays dans lequel l'enseignement peut gagner en qualité sans doute, mais dans lequel il est déjà très élevé en termes de... Dans le monde de M. Woerth, tout va bien. Mais pardon, je sais bien que dans votre monde, tout va mal. Mais moi, je crois en la France. Et on a le droit d'y croire. On a le droit d'y croire sans être naïf. On a le droit d'y croire sans systématiquement pleurer sur tous les plateaux. C'est vachement plus simple. Hein. C'est plus simple d'écrire un bouquin qui s'appelle La France en vrille plutôt que d'écrire un bouquin qui s'appelle Demain on réussira la France. C'est beaucoup plus simple. Ça se vendra beaucoup plus. Mais c'est pas bon pour les Français. Et chaque Français, il détient une parcelle de la réussite. Chaque Français. Du plus modeste au plus puissant. Nous nous rapprochons de la fin de cette émission. Vous avez entendu parler assurément de la nouvelle affaire Gérard Depardieu, entre guillemets. Certains proposent, suite à la controverse des derniers jours, de lui retirer la Légion d'honneur. D'autres proposent même de ne plus diffuser ses films. Mais pour ce qui est de la Légion d'honneur, êtes-vous d'accord avec cette proposition? Je sais pas. Je veux dire, enfin, la Légion d'honneur, ça veut dire quelque chose quand même. Mais en même temps, taper quelqu'un avant que la justice ne soit passée, c'est toujours quelque chose d'extrêmement terrible. L'émeute et qui vous donne des cours de morale. Tout autre sujet. L'émeute vous l'avez connu sur un tout autre sujet évidemment. Oui. L'émeute. Voilà. L'émeute qui vous donne tort tout de suite. Le jugement sur un plateau de télé. D'ailleurs, souvent jugé par des gens qui n'ont rien dit, ont tout vu mais n'ont rien dit, ont plus à se reprocher. Enfin, bon, j'ai aussi entendu le film qui a été fait, qui est sorti, qui est évidemment inacceptable. Les propos sont inacceptables. Et ces propos-là, c'est sûr, pour quelqu'un qui a la Légion d'honneur, ça pose quand même un tout petit peu ça pose une question évidemment très importante. Maintenant, mais donner aux chiens, c'est jamais une bonne chose. On a une justice, même si elle est imparfaite. On a une justice, il faut évidemment y croire et la soutenir. Et même s'il était condamné, il ne faudrait pas cesser de diffuser ses films. Non, bien sûr que non. Ou alors vous allez retirer des cimaises du Louvre, un nombre considérable de tableaux. Vous allez commencer à détruire les statues dans la rue. Il y a plein qui le font. Tous les wokistes, ils détruisent les statues. Non, on ne peut pas revisiter systématiquement l'histoire. C'est son histoire. Ça a été un merveilleux acteur. C'est quelqu'un qui visiblement, dont on ne connaissait pas la face cachée, qui est bien sombre. Il sera sans doute jugé. Il y a des plaintes en cours. Et il sera jugé comme tout le monde. Merci. Éric Woerth, je vous remercie. On aura l'occasion de vous réinviter de nouveau sur une mission, je voudrais le préciser, sur laquelle vous travaillez, sur la décentralisation, qui est aussi un sujet très important dans notre pays. Je vous remercie. C'est l'exercice du pouvoir. Oui. C'est la manière de décider localement ou nationalement. C'est au fond la Ve République, un président plus vertical. Et c'est la Ve République. On a besoin d'un président qui prenne des décisions avec l'Assemblée et le Sénat. Mais on a besoin aussi de rapprocher les décisions des citoyens. C'est les collectivités locales, c'est les élus locaux, c'est les maires. Merci. Les maires auxquels on peut rendre hommage, évidemment, des maires qui sont souvent menacés et bien sûr, c'est le premier maillon de la démocratie. Le premier et le dernier. Merci, Éric Woerth, d'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades, évidemment, Nicolas et Mathieu. Et on vous souhaite un très bon dimanche sur nos antennes communes et à très bientôt.